Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue ce soir dans ce nouveau numéro consacré au changement climatique et à l'économie bleue. Ces deux thèmes seront traités donc dans le reportage qui va suivre ce soir. Le climat change. La décennie 2015-2025 a été la plus chaude jamais enregistrée. La température moyenne mondiale a déjà augmenté de plus de 1,1 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Ces chiffres ne sont pas que des statistiques, ils se traduisent par des événements concrets et alarmants. Inondations, sécheresses, incendies de forêt et une montée inexorable du niveau des océans. Agir donc n'est plus une option, mais une nécessité. Reportage. Le climat se dérègle. Température extrême, inondations, feux de forêt, désertification accélérée. Depuis plusieurs décennies, la Terre s'échauffe et l'équilibre fragile de nos écosystèmes se rompt. Ce bouleversement n'est pas naturel. Il est le fruit d'un siècle d'industrialisation incontrôlée, d'une consommation excessive et d'une dépendance massive aux énergies fossiles. Les scientifiques sont formels. Jamais les concentrations de gaz à effet de serre n'ont été aussi élevées dans l'atmosphère. Face à cette menace globale, le monde s'organise. Depuis 1995, les pays se réunissent chaque année lors des conférences des parties, le fameux COP. Objectif, limiter le réchauffement climatique à plus 1,5 degré et éviter des conséquences irréversibles. En 2015, l'accord de Paris marque un tournant historique. 195 pays s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais les années passent, les émissions continuent de grimper, les engagements sont souvent insuffisants et les pays décident. Pourtant, les moins responsables en subissent les plus lourdes conséquences. Il est acquis que si rien n'est fait dans moins d'un demi-siècle en Afrique de l'Est et au Moyen-Orient, il sera impossible pour l'être humain de survivre du fait des températures extrêmes causées par les gaz à effet de serre. Désertification, appauvrissement des sols, assèchement des puits, inondations et phénomènes climatiques sont d'ores et déjà des aléas récurrents contre lesquels nos populations se battent à la hauteur de leurs moyens, souvent dérisoires. Mesdames et messieurs, nous savons que l'on ne pourra gagner la lutte contre le changement climatique que si nous prenons des mesures drastiques pour réduire l'émission de gaz à effet de serre. Conformément au principe de responsabilité commune, mais différenciée, les pays développés qui ont, faut-il le rappeler, une responsabilité historique dans le réchauffement climatique et qui ont les capacités technologiques et financières suffisantes, ces pays-là doivent montrer l'exemple en réduisant de façon substantielle leurs émissions de gaz à effet de serre. De même, les pays en développement doivent assumer leur part de responsabilité. Aucun argument économique ne peut justifier la mise en danger de la planète, car la croissance et la richesse matérielle que nous amassons aujourd'hui seront dérisoires devant les coûts abyssaux engendrés par les catastrophes climatiques. Que dire des vies humaines qui seront perdues? Le continent africain ne contribue qu'une infime part des émissions globales, mais il est plus exposé au choc climatique. Pourtant, face à cette injustice, l'Afrique ne baisse pas les bras. Elle s'organise, innove, propose ses propres solutions. En 2023, à Nairobi, les dirigeants africains tiennent leur premier sommet pour le climat. Ils appellent à une réforme du système financier mondial, à la création des marchés carbone africains et à la mise en place d'un fonds climatique continental. Des ans après Nairobi, le deuxième sommet africain pour le climat s'est tenu à Addis Abeba en septembre 2025. Ce rendez-vous a permis de dresser un bilan des engagements pris en 2023
et de réaffirmer la volonté des États africains de parler d'une seule voix face à l'urgence climatique. Les discussions ont porté sur le financement vert, l'accélération des carbone africains, le renforcement de l'adaptation des pays les plus vulnérables. L'Afrique a réaffirmé sa détermination à faire entendre sa voix à l'approche de la prochaine COP. Bismillahirrahmanirrahim. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord d'exprimer au gouvernement et au peuple frère d'Éthiopie mes remerciements les plus sincères pour l'accueil chaleureux et l'organisation réussie de ce deuxième sommet sur le climat. J'adresse également mes remerciements à la Commission de l'Union africaine pour son engagement constant pour la cause climatique. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis quelque temps déjà, l'urgence climatique est devenue une préoccupation mondiale. Aujourd'hui, le réchauffement climatique s'impose à nous comme une évidence, comme une contrainte, mais aussi comme un défi énorme à relever. Car nous le constatons partout dans notre vécu, dans notre ressenti, chez nos agriculteurs, chez nos éleveurs, dans nos villes, dans nos campagnes, les soubresauts climatiques engendrent des destructions et catastrophes en cascade. Il a été évalué que les effets climatiques combinés réduisent de 3% du PIB les perspectives de croissance de notre continent. Aujourd'hui, le paradoxe de notre continent réside dans l'équation suivante. En effet, malgré le fait que nous contribuons à une infime part des émissions mondiales à effet de serre, nous en subissons les coûts rudes, que cela soit en termes de sécheresse, d'inondations ou de vagues de chaleur. Face à ce diagnostic alarmant, notre réponse doit être à la hauteur de l'urgence. Afin que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets, il nous faut changer de paradigme et nous tourner vers un modèle de développement alternatif qui inscrit la transition énergétique au cœur de nos priorités. Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, notre continent poursuit un double objectif, celui de l'adaptation et de l'atténuation, inscrit à l'agenda 2063 de l'Union africaine, mais aussi dans des cadres multilatéraux, notamment l'accord de Paris sur le climat. Dans l'immédiat, l'urgence appelle à la mise en place d'une stratégie d'adaptation. Cela se passe notamment par la restauration des écosystèmes dégradés, mais aussi par des investissements dans le développement social des communautés vulnérables. Je voudrais partager avec vous l'expertise de mon pays avec la mise en place de la Sovereign Carbon Agency. En effet, depuis 2 ans déjà, l'agence collecte les contributions carbone basées sur le principe pollueur-payeur et les transforme en projets d'adaptation pour les communautés impactées par le réchauffement climatique. Les revenus générés ont permis de créer des conditions favorables pour le financement des petits projets destinés aux populations vulnérables. Nous devons tous ensemble réfléchir à la manière d'harmoniser cette taxe carbone à l'échelle de notre continent. Cela pourrait maximiser les financements pour l'adaptation, promouvoir une transition énergétique équitable, renforcer la coopération régionale et donner au continent une voix plus forte sur la scène internationale. Pour affronter l'hydre du réchauffement climatique, il nous faut mettre en place un mécanisme de financement pérenne. C'est ce mécanisme, à n'en pas douter, qui sera le baromètre de la crédibilité de la communauté internationale et à terme
de l'efficacité des politiques pour lutter contre le réchauffement climatique. Pour exploiter les nombreuses potentialités énergétiques décarbonées de notre continent, nous devons porter à au moins 20% la part de financement des énergies renouvelables d'ici 2030. C'est pourquoi nous plaidons pour un accès simplifié, rapide et massif aux fonds internationaux pour investir dans les infrastructures vertes et résilientes. À ce propos, l'accord obtenu pendant la COP29 permettant de tripler les flux financiers vers les pays en développement d'ici 2035 va dans le bon sens. Mais nous savons que cela reste insuffisant pour atteindre nos objectifs. Ce sommet intervient à la veille de l'Assemblée générale des Nations unies et de la COP 30 sur le changement climatique. C'est une opportunité pour nous pour appeler d'une seule voix à une justice climatique fondée sur le principe de responsabilité commune mais différenciée. C'est une opportunité également pour rappeler à nos partenaires internationaux leur engagement dans le financement de la transition écologique dans son ensemble. Je pense par exemple aux mécanismes novateurs tels que l'allègement de la dette en échange d'investissements verts, au fonds de compensation et de la transition écologique dans son ensemble. Je pense par exemple aux mécanismes novateurs tels que l'allègement de la dette en échange d'investissements verts, au fonds de compensation pour les pertes et les dommages, mais aussi au fonds vert pour le climat. Excellences, Mesdames et Messieurs, unissons nos efforts et nos forces, faisant en sorte que le financement climatique devienne le levier d'une renaissance africaine verte et solidaire. Je vous remercie de votre attention. Dans ces contextes, Djibouti s'impose comme un exemple de résilience et d'innovation. Pays semi-aride, sans ressources fossiles, il a choisi une stratégie audacieuse, produire 100% de son électricité à partir d'énergies renouvelables. Djibouti accélère sa transition énergétique avec 3 projets clés. Le parc éolien de Goubet, désormais opérationnel, la centrale solaire des Grands Barras, en cours de réalisation, et l'interconnexion électrique avec l'Éthiopie pour un échange d'énergie propre à l'échelle régionale. Mais Djibouti ne se contente pas de produire de l'énergie verte, il agit aussi pour s'adapter aux impacts des changements climatiques. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en partenariat avec le PNUD et plusieurs bailleurs, met en œuvre des projets concrets. Restauration des terres dégradées pour freiner la désertification, renforcer les digues naturelles pour contenir les inondations, soutien aux éleveurs, agriculteurs avec des solutions durables. Ces programmes impliquent les populations locales et s'appuient sur le savoir traditionnel. Djibouti innove également sur le plan financier. En 2023, les pays lancent la Sovereign Carbone Initiative, une première en Afrique. Les grands émetteurs présents sur le territoire doivent verser une contribution carbone obligatoire. Ces fonds sont réinvestis localement dans des projets d'énergie solaire, des actions de reboisement, des programmes pour de réforestation et à l'accès à l'eau. Depuis 2024, un registre carbone national assure la transparence et suivi précis des émissions et des compensations. Djibouti renforce également sa capacité à anticiper les catastrophes climatiques. Les plans Orsec, pilotés par le ministère de l'Intérieur, coordonnent la réponse face aux crises naturelles ou humaines. Ces dispositifs permettent d'agir vite, de mobiliser les ressources et d'aider les populations touchées. Un outil essentiel dans un contexte où les risques climatiques se multiplient. Voilà donc pour ce qui était du changement et du réchauffement climatique, ses impacts et les conséquences sur notre belle planète Terre. À présent, nous allons parler de l'économie bleue en République de Djibouti. Mais Djibouti ne s'arrête pas là. Il étend aussi sa stratégie climatique à son espace maritime. Avec ses 372 km de côte, sa position stratégique au carrefour des routes commerciales, Djibouti développe activement son économie bleue. L'économie bleue est une vision durable
de l'exploitation des ressources marines. Elle repose sur la croissance des secteurs maritimes tout en protégeant les écosystèmes. Djibouti a adopté un plan national de développement de l'économie bleue en partenariat avec la FAO et plusieurs institutions internationales. Ces plans visent à concilier développement économique et inclusion sociale et protection de l'environnement marin. Il s'appuie sur plusieurs piliers: une pêche artisanale encadrée et protéger les stocks halieutiques, la création d'aires marines protégées pour sauvegarder la biodiversité, l'amélioration des infrastructures portuaires dans une logique écologique. L'économie bleue représente un véritable levier de résilience et d'adaptation pour les pays. Elle crée des emplois, favorise l'autonomie des communautés côtières et contribue à la lutte contre les effets du changement climatique. La République de Djibouti souscrit totalement à la déclaration de Moroni et à la stratégie de coordination en vue d'un mécanisme pour les pays côtiers qui, à eux seuls, englobent près de 13 millions de kilomètres carrés de territoire océanique. Mon pays étant un pays désertique, sévèrement impacté par le changement climatique ces derniers temps, l'économie bleue s'est depuis longtemps naturellement imposée à nous. C'est pourquoi le secteur primaire ne représente que 3% du PIB, alors que le secteur tertiaire occupe 87%. Grâce aux activités portuaires, maritimes et logistiques. Notre position géostratégique nous offre par ailleurs un atout très important dans le secteur portuaire et le trafic maritime international. En outre, pour lutter contre le spectre de la soif, le dessalement de l'eau de mer nous a permis de résoudre le problème de l'accès à l'eau potable et Djibouti a réalisé sa première usine de dessalement de l'eau de mer. C'est pour vous dire que favoriser le développement de l'économie bleue est un impératif pour Djibouti. Et c'est dans cet esprit que nous avons élaboré une stratégie nationale pour l'économie bleue au cours de l'année 2023, dont la vision nationale et les principes directeurs guideront l'action du gouvernement, de ses partenaires et de la société civile dans les domaines maritimes et côtiers. En s'appuyant sur sa géographie, son ambition politique et la mobilisation de ses partenaires, Djibouti prouve qu'un petit pays peut porter de grandes idées. Sa transition énergétique, sa fiscalité carbone, sa résilience face aux catastrophes et sa stratégie maritime font de lui un modèle africain d'action climatique. Dans une Afrique qui se réveille, qui s'organise pour faire entendre sa voix, Djibouti choisit d'agir, de bâtir et d'inspirer. J'espère donc que vous en savez un peu plus ce soir sur l'économie bleue et les différents secteurs qu'elle va impacter et qui bénéficieront donc des différents apports et soutiens du gouvernement et de partenaires techniques et financiers travaillant donc en collaboration avec le gouvernement djiboutien. Le chemin sera lent, nous le savons, mais chaque pas va compter, que ce soit en changeant nos habitudes de consommation, en militant pour un monde plus vert et en partageant nos connaissances. Nous avons tous un rôle à jouer. Et concernant le changement climatique, il est un défi de notre génération. Et chaque capacité, notre capacité à nous de nous adapter et à innover est notre plus grande force. L'avenir est désormais entre nos mains. Et pour l'économie bleue, les différents secteurs qui seront impactés par les différentes stratégies et les aides et soutiens apportés par le gouvernement vous ont été donc bien explicités dans ce reportage que nous espérons vous a plu et que vous en savez aujourd'hui un peu plus sur l'économie bleue. Merci à vous donc de nous avoir suivis. Excellente suite de programme sur Télé Djibouti.